Ah, ça tourne? Bon, bon, ok. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour chez Noël, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir à l'atelier. On s'était rencontrés il y a quelques temps au musée Courbet et puis après au musée de Champlit, musée d'art tradition populaire de Champlit. Et donc tu es un ethnologue et on s'est vu plusieurs fois, on a eu l'idée de faire cette discussion entre nous parce que j'aborde des thèmes dans mon travail qui sont des thèmes que tu abordes tout le temps dans ta vie professionnelle. Et donc je te remercie vraiment d'être venu aujourd'hui. Et aussi, aujourd'hui, c'est un aparté, c'est l'anniversaire de mon papa qui aurait eu 97 ans. Et je pense à lui, bien sûr, parce que c'est le 1er septembre, c'est sa date anniversaire. Bon, c'est une aparté, mais qui est importante aussi, parce que les gens nous accompagnent toujours, même s'ils sont partis. Et donc, pour commencer, je voulais juste dire cette petite phrase en exergue d'un livre que je suis en train de lire pour lancer un peu la conversation. C'est un livre de Robert Byron qui s'appelle « L'essence du monde, de la Russie au Tibet ». Et en tant que membre d'une communauté et héritier d'une culture aujourd'hui également controversée, j'ai voulu découvrir des idées, si tant est que celles de l'Occident fussent périmées, susceptibles d'améliorer la marche du monde et, à cette fin, connaître aussi, via le langage de ma propre sensibilité, les êtres et les choses qui constituent l'essence du monde. Donc voilà, notre débat est un peu lancé. Donc, notre première idée était de parler du chamanisme. Est-ce que tu voudrais peut-être... Tout d'abord, merci de ce moment de dialogue qui s'inaugure là, qui pour moi est un peu exploratoire, si je peux dire, parce que tu l'as dit, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Voilà, ça fait quelques mois, c'était en juin, je crois. Oui. On s'est rencontrés autour de ton travail, en particulier exposé à Champlit, voilà. Et on a finalement assez vite échangé, dialogué sur un certain nombre de choses et sur des questions que je pense effectivement qui nous sont communes par rapport à un certain nombre de thèmes qui sont, tu évoques le chamanisme, mais pas seulement bien sûr, et que la question de l'art, en tout cas, enfin de l'approche de l'art, m'intéresse aussi grandement comme anthropologue. Voilà. Et donc c'est ce croisement que l'on peut faire dans nos questions, nos interrogations m'intéresse fortement. Voilà. Et en même temps, si je puis dire, je ne suis pas extrêmement familier de ton travail, voilà, de tes œuvres. Donc je découvre au fur et à mesure, effectivement, qu'on a dialogué ensemble et qu'on a préparé ce moment d'entretien. Voilà. L'action du chamanisme, elle m'intéressait pour différentes raisons, à vrai dire. Elle m'intéressait parce que tu en parles, enfin, tu prends position par rapport à ça, si je puis dire. Donc à la fois ça, cette question d'un artiste qui prend position par rapport à la question du chamanisme, bon, il y en a eu d'autres que peut-être on évoquera, je ne sais pas, Pollock l'a fait aussi, voilà. Et en même temps, cette question du chamanisme, elle est du côté de l'anthropologie très discutée, si je puis dire. Elle est discutée sans doute parce qu'on applique le mot à trop de choses ou à trop de situations, et que ça peut un peu brouiller les pistes. En tout cas, le commun à tout ça, c'est finalement l'idée qu'un être singulier, en lien avec une communauté, en lien rituel ou autre d'ailleurs, avec une communauté, parcourt plusieurs mondes, d'un monde visible à un monde invisible, et les fait en quelque sorte interagir les uns sur les autres, les convoque les uns dans les autres, si je puis dire. Et cette question, pour moi, sur le chamanisme que tu travailles, toi, pour moi, elle a une résonance aussi par rapport à ce que tu évoquais, finalement, la question du monde occidental. Hein. Oui. Le rapport du monde occidental par rapport à cette question est assez complexe, ou parfois assez problématique, à vrai dire, ce rapport au chamanisme. En tout cas, le chamanisme nous pose des questions à nous occidentaux, peut-être qu'on va y revenir, mais il nous pose des questions à nous occidentaux sur nos formes de connaissance du monde que tu évoquais en quelque sorte tout de suite. Hein. Oui. Eh bien, pour commencer, je vais peut-être montrer le visuel comme tu m'avais proposé, que j'ai exposé à la belle exposition Sorcière, sort de femme. Maya, je la montrerai dans la vidéo, c'est la sorcière XL. Et c'est vrai qu'il y a une grande énergie dans ce visuel. Et l'exposition s'appelle Sorcière, sort de femme au musée départemental d'art et tradition populaire de Champlit.
Et donc tu es le co-commissaire de l'expo, je crois ou... Non, je ne suis pas co-commissaire, enfin j'ai participé à quelques parties de l'exposition. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est une très belle exposition. Mais bien sûr, derrière le terme de sorcière, c'est le sort des femmes qui nous intéresse, puisque c'est catastrophique dans l'art contemporain occidental. Il n'y a pas de femmes dans les musées, il n'y a pratiquement pas d'œuvres faites par des femmes. Et donc cette déesse Maya, elle a les seins qui pendent, c'est une vieille dame, elle porte des os de mort sur sa robe, elle porte un serpent sur sa coiffe, elle renverse comme un pot d'eau sur la terre pour régénérer les mondes. Et mon travail, c'est souvent ça, c'est essayer de régénérer les énergies quelque part, parce que je pense que nous sommes en perte d'énergie, l'homme contemporain est en perte d'énergie quelque part vitale. Voilà, c'est un peu mon cheval de bataille de dire ça. Et c'est pour ça que je mets tellement d'énergie, que ce soit sexuelle, colorée, dans mon travail, pour sortir de cette espèce de miasme de dépression. Je veux dire, on vit dans une dépression totale. Oui. Et donc, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, peut-être par cette, la question que tu poses par rapport au monde occidental, encore à nouveau, hein, tu en parles en termes d'énergie. Moi, je trouve que la question du chamanisme, mais comme la question des sorcières, au bout du compte, ou de la pensée sorcière, pour le dire un peu autrement, elle nous pose des questions à la fois de rapport au monde et de mode de connaissance du monde. C'est-à-dire que dans le monde occidental, grosso modo, au fil du temps, mais ça remonte très loin à vrai dire, hein, c'est une histoire qui est similaire à celle du sort, en tout cas de ce que la pensée occidentale a fait à ce qu'est le rêve. Hein. Est-ce que le rêve, c'est le reflet d'un réel, ou est-ce que le rêve, c'est l'accès à un autre monde, hein, qui nous permet effectivement de connaître autrement. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, cette question du rêve comme reflet du réel est extrêmement omniprésente. C'est comme s'il n'était pas du tout complètement autonome, effectivement, par rapport au réel, comme s'il représentait le réel, en quelque sorte, d'une autre forme, d'une autre façon. Et ça, je trouve que cette question-là, elle traverse le monde occidental sur des tas de sujets et des tas de problèmes. Dans le domaine des sciences sociales, par exemple, hein, juste ça. Pendant longtemps, et encore maintenant, on tend à distinguer ce qui est le réel, que la science viendrait dire. Oui, défini, que le réel peut définir. Et les gens qui ne sont pas scientifiques n'auraient que des représentations, donc qui seraient en quelque sorte déconnectés, ou des fausses visions du réel. Oui. Et donc ce fil rouge qui court comme ça, à travers l'action du chamanisme et la communication entre différents modes de connaissances, l'action que tu évoquais, de la pensée sorcière, ou la façon dont le monde occidental s'est construit sur une pensée de la science, hein. Pour moi, c'est un peu le même fil, à vrai dire, qui court là. Oui. Mais pour moi, comme disait Mircea Eliade, le chamanisme, il appelait ça une technique archaïque de l'extase. Et c'est une technique. Et on sait très bien que chez les chamans de Colombie, il faut 20 ans pour devenir chaman. Il faut acquérir une science, il faut acquérir une connaissance. Donc c'est pas... Je suis un peu, pas en colère, mais avec Lévi-Strauss qui appelait la pensée magique. Parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans. C'est une autre réalité, et la réalité, ils peuvent la définir, puisqu'ils peuvent la montrer, ils peuvent en faire l'expérience. Si tu veux. Donc c'est faux d'appeler ça la pensée magique, pour moi. Parce que ça met en place quelque chose qui serait inexistant, qui serait rêvé. Oui. Or, quand on entre en transe, ce n'est pas du tout un rêve, c'est ce que disait Henri Michaud un peu plus loin. Est-ce que c'est un rêve, une illusion, une hallucination? Peu importe, c'est arrivé. C'est-à-dire que, on ne peut pas démolir la connaissance spirituelle d'un coup de cuillère à peau comme ça et dire c'est pas prouvé scientifiquement, alors qu'aujourd'hui, ils font des études sur les trans chamaniques et tout ça. On sait bien que ça change les ondes vibratoires du cerveau. Donc, pour moi, c'est une réalité au même titre que la réalité comme ça. Voilà. Tu es un peu sévère par rapport à Lévi-Strauss, mais mais c'est juste sur le terme de pensée magique. Oui. Sur le terme, effectivement. Moi, je ne suis pas très Lévi-Straussien par ailleurs, si tu veux. C'est pas, mais bon, c'est pas la question, mais il est vrai qu'il embarque d'autres choses aussi par rapport à cette question du mot magique, qui a aussi beaucoup été, je ne sais pas si le bon terme est dévalorisé, mais en tout cas, qui a été beaucoup travaillé dans un sens négatif quelque part. Effectivement, la magie, c'est ce qui serait de l'illusion, de l'irréel, de ce qui n'arrive pas, ce qui arrive parce que nos sens sont
serait trompé, oui. voilà, etc., etc., quoi. Dans cette question du chamanisme qu'on évoquait, de cet accès à d'autres mondes, la question des images est présente. Hein. Oui, voilà. La question des images est présente, elle est présente. Alors moi j'aime bien cette question de l'art pariétal. Hein. Alors sur l'art pariétal, tu le sais, parce que c'est un sujet que tous les deux nous intéresse. Hein, de l'art pariétal comme finalement quelque chose qui aura un lien avec le chamanisme, ou bien parce que parfois il représenterait des chamans en état de transe, ou en tout cas en état effectivement en action, ou bien parce que les différentes formes qui sont là dans l'art pariétal, qui vont de la forme géométrique finalement à la figuration, représenteraient les différents états de la transe. Exact. Voilà, c'est vrai. Et c'est une hypothèse qui est posée par un certain nombre de collègues préhistoriens, très discutés, mais l'art pariétal était toujours très discuté, de l'action, des paliers d'action du chaman, de son état peut-être. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'art pariétal, c'est que c'est une œuvre collective, souvent. Parfois, c'est juste un artiste. Parce que moi, j'ai eu un peu une révélation. Je suis allé voir avec ma sœur la grotte de Pêche-Merle. Et tu vois, ces tracés digitaux, ils ont été faits par plusieurs artistes et dans des temps complètement différents. Voilà. Et c'est ce layering, comme on dit en anglais, c'est toutes ces stratifications qui font que ces travaux-là m'intéressent. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un individu, c'est une pensée collective qui se joue là. Et c'est exactement ce qui se passe dans mon travail. Si tu veux. Quelque part, j'essaye de mélanger des images venant de différents horizons pour justement créer cette espèce de force collective. Et bien sûr, il y a la sexualité, on voit une femme ici, bien dessinée, une femme aussi ici, et puis là, un animal. Donc, c'est cette espèce d'inconscient collectif qui est présent dans l'art pariétal. Peu importe tout ce qu'on peut dire là-dessus, mais c'est là, ça existe et ça a une présence assez forte. Et je voulais te montrer un deuxième exemple. Ça, ça vient du film L'étreinte du serpent. C'est un film colombien. Et donc, c'est un chaman en Colombie qui trace ses dessins comme ça sur la paroi. Et bon, pour nous, ça ne veut rien dire du tout, mais bon, peut-être ça veut dire un village, ça veut dire ça raconte leur histoire personnelle et collective, tu vois. Et je trouve ça, c'est tellement important. Et puis, ce rapport qu'on a perdu au monde qui nous entoure, eux, ils sont dedans, le monde. Nous sommes en dehors de la nature, eux, ils sont dedans. Et ils ajoutent des soleils, je ne vois pas exactement ce qu'il y a, mais c'est une présence au monde qui est actée. On ne peut pas appeler ça de l'art, mais cet être-là, quoi. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, sur la question sur le fait que finalement on serait sur quelque chose qui est de l'ordre de la figuration d'une histoire. C'est leur histoire qui est figurée, ce que tu as dit. Et en même temps, tu as dit, pour nous, on ne comprend pas forcément. Voilà, c'est la question de la part manquante qui est là par rapport à ces images, et qui peut-être renvoie à une sorte de double, d'articulation duel entre la question de l'image et de l'oralité, finalement. C'est-à-dire comment, finalement, ces images ont peut-être pu servir à des récits oraux, en tout cas à s'appuyer pour des récits oraux, des épopées, voir des récits, voir des moyens mémotechniques. Il y a des chamans, alors j'oublie un peu où, à vrai dire, qui ont sous les yeux des dizaines, voire des centaines de pictogrammes. Exact. Et pour qui c'est un appui en quelque sorte pour raconter une histoire, pour raconter leur histoire. Donc la question du rapport entre le graphique, en quelque sorte, et l'oral qui est là, l'oralité, qui pour le coup est là, la part manquante, voilà, c'est la part manquante, c'est vrai. Est aussi assez intéressante, je trouve, dans ce rapport à ces mondes qui pour nous sont des mondes à la fois disparus, à la fois que parfois on a mal compris, parce qu'on les a compris avec nos regards occidentaux. Et sans écriture. Oui. Sauf à considérer que c'est une écriture, ça. Oui, non, mais bon, mais sans écriture, effectivement, linéaire, etc. Tout à fait. Oui, mais par exemple, les aborigènes d'Australie, c'est ce qu'appelait Bruce Chatwin, c'est le chant des pistes. Il racontait comment aller d'un point à un autre en passant dans le désert. Ce sont des cartes géographiques, si tu veux. C'est comme nos cartes
Ouais. GPM. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un moyen de survivre dans le désert. C'est pas non plus des trucs esthétiques uniquement. Ouais. Voilà. Il y a un anthropologue qui raconte qu'il examine des tambours, je crois que c'est des tambours de Sibérie, à nouveau des tambours de chamans de Sibérie, qui sont dans des musées, qui sont présentés comme des objets en 2D. Voilà, c'est ce qui, je pense que ce sont ces termes, me semble-t-il, des objets en 2D, et puis un jour, il les retourne. Oui. Je ne sais pas si tu connais cette scène, il les Non, retourne, non. et du coup, il voit autrement les images qui sont à l'intérieur, enfin, qui sont dessus. Et donc, on voit les images. Et il renvoie à des textes, en tout cas à des choses dites par des chamans sibériens, encore une fois, je crois, mais il faut les vérifier, je crois que c'est sibérien, qui disent finalement que ces séries d'objets qui sont représentés là sur la peau du tambour, c'est pas de la figuration, c'est pas quelque chose qui représente leur panthéon en quelque sorte, c'est une boussole. Exact, oui, c'est exactement. Ce qui renvoie à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est une boussole pour s'orienter. Voilà, oui, pour s'orienter dans le monde des esprits, tout à fait, oui. C'est important. Ben, je voulais, pour parler un peu du chamanisme et de l'art pariétal, je voulais revenir sur Antonin Artaud pour en finir avec, pour parler un peu du chamanisme, puisqu'il a fait son voyage chez les Tarahumara et il a fait l'expérience de peyote. Et je voulais parler de l'importance de la présence physique du corps dans la transe. Donc il dit, je dis, reversez de l'autre côté des choses, de l'autre côté du miroir qu'on a parlé, et comme si une force terrible vous avait donné d'être restitué à ce qui existe de l'autre côté. Tu viens d'en parler également. On ne sent plus le corps que l'on vient de quitter et que vous assurez dans ses limites. En revanche, on se sent beaucoup plus heureux d'appartenir à l'illimité qu'à soi-même, car on comprend que ce qui était soi-même est venu de la tête de cette illimité, l'infini, et qu'on va le voir. C'est une découverte de Dieu, entre guillemets. On se sent comme dans une onde gazeuse et qui dégage de toutes parts un incessant crépitement. Des choses sorties comme de ce qui était votre rate, votre foie, votre cœur et vos poumons se dégagent inlassablement et éclatent dans cette atmosphère qui hésite entre le gaz et l'eau, mais semble appeler à elle les choses et leur commander de se rassembler. Il y a cette idée aussi d'unité dans les transes chamaniques. Et donc là, j'ai choisi un dessin d'Artaud, c'est pas du tout une transe chamanique, mais c'est tellement violent, c'est tellement ce qu'il vient de raconter exactement. Il y a sa tête, son cerveau, sa tête qui disparaît. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Donc, bravo à Artaud. Et puis, je vais finir juste par une phrase d'Henri Michaud. Dans l'infini turbulent, c'est aussi d'expérience avec la mescaline. J'ai vu les milliers de dieux, j'aurais été fou de me livrer à des investigations et ainsi de me détacher. Cette fois, j'adhérais. On me demande, mais enfin, était-ce une vision ou bien une hallucination ou une apparition? C'est arrivé, c'est tout. Je crois que quelque part, on n'a rien à gagner à trop analyser les choses. Bon, on va peut-être en finir avec cette partie.